Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux héros méconnus de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée de Marie-Claude Dubois, une jeune fermière normande de 22 ans qui, en septembre 1943, réussit l'impossible. Remettre en fonctionnement une tour radar allemande abandonnée pour alerter les populations civiles des bombardements alliés et sauver ainsi des milliers de vies françaises. Cette histoire vraie, longtemps classée secrète, révèle comment l'ingéniosité et le courage d'une simple paysanne transformèrent une installation ennemie en bouclier protecteur pour sa région. Cette aventure incroyable nous plonge dans la France occupée où se mêlaient résistance héroïque et pragmatisme de survie, où une jeune femme sans formation technique parvint à maîtriser une technologie révolutionnaire pour la retourner contre ses propres concepteurs. Marie-Claude nous enseigne que les plus grands exploits naissent souvent de la nécessité et que l'intelligence humaine peut triompher de la sophistication technologique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de héros ordinaires devenus extraordinaires. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive, et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous motive à continuer de révéler ces histoires oubliées de courage et d'ingéniosité française. Préparez-vous à découvrir comment une simple fermière devint la gardienne invisible de la Normandie. Paragraphe 1. L'été 1943 marquait l'intensification dramatique des bombardements alliés sur la France occupée, dans le cadre de la préparation du débarquement en Normandie. Ces raids, bien qu'indispensables à l'effort de guerre allié, causaient de nombreuses victimes civiles françaises qui ne disposaient d'aucun système d'alerte efficace pour se mettre à l'abri. Dans la région de Caen, particulièrement visée en raison de ses installations industrielles et de son importance stratégique, les populations rurales vivaient dans la terreur quotidienne de ces attaques aériennes imprévisibles qui frappaient sans préavis. Marie-Claude Dubois, 22 ans, fille unique d'un fermier de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, avait grandi dans cette campagne normande où sa famille exploitait depuis 3 générations une ferme de 80 hectares, spécialisée dans l'élevage laitier et la culture du blé. Cette jeune femme, d'apparence fragile mais dotée d'une intelligence vive et d'un caractère déterminé, avait été contrainte d'abandonner ses études d'institutrice à l'école normale de Caen lors de l'invasion allemande de 1940. Depuis, elle aidait ses parents dans les travaux de la ferme tout en nourrissant secrètement des rêves d'évasion vers une existence plus palpitante. La guerre avait profondément transformé le paysage familier de son enfance. À moins d'1 kilomètre de la ferme familiale, sur la colline du Mont Canisy, se dressait depuis 1941 une imposante tour radar allemande de 112 mètres de hauteur, construction de béton armé qui dominait majestueusement toute la région. Cette installation, baptisée Wassermann S par ses constructeurs allemands, constituait l'un des éléments les plus sophistiqués du mur de l'Atlantique, capable de détecter les avions alliés à plus de 300 km de distance et de coordonner les défenses antiaériennes allemandes dans toute la Normandie. Marie-Claude observait quotidiennement cette tour mystérieuse depuis les champs de la ferme familiale, intriguée par cette technologie révolutionnaire qu'elle ne comprenait pas mais dont elle soupçonnait l'importance cruciale. Les soldats allemands qui gardaient l'installation étaient devenus familiers. Ils achetaient régulièrement du lait, des œufs et du fromage à la ferme Dubois, payant correctement et entretenant des relations polies avec la famille. Cette proximité quotidienne avait permis à la jeune femme d'observer discrètement leurs habitudes et de saisir quelques bribes de leurs conversations techniques. L'Obergefreiter Hans Müller, responsable de la maintenance technique de la station radar, était devenu particulièrement proche de la famille Dubois. Ce jeune Bavarois de 26 ans, ingénieur électricien mobilisé malgré lui, parlait parfaitement français et appréciait les conversations avec Marie-Claude qui l'aidait à oublier momentanément la guerre. Sans s'en douter, il initia progressivement la jeune fermière au mystère de la technologie radar en lui expliquant, de manière simplifiée, le fonctionnement de ces yeux électroniques qui protégeaient l'Allemagne contre les bombardiers ennemis. Mademoiselle Marie-Claude, lui expliquait-il un jour d'avril 1943 en dégustant le cidre familial, cette tour envoie des ondes invisibles qui rebondissent sur les avions comme l'écho de votre voix dans la vallée. Quand ces ondes reviennent, nous savons exactement où se trouvent les bombardiers anglais. Ces explications, apparemment anodines, gravèrent dans l'esprit curieux de Marie-Claude les principes fondamentaux d'une technologie qu'elle allait bientôt maîtriser pour des fins totalement inattendues. Le 15 août 1943, un bombardement allié particulièrement meurtrier sur le village voisin de Carpiquet
changea radicalement la perspective de Marie-Claude sur la guerre. Ce raid, dirigé contre l'aérodrome allemand, avait causé la mort de 23 civils français, dont plusieurs enfants qu'elle connaissait personnellement. Si seulement nous avions pu les prévenir, se répétait-elle obsessionnellement. Ils auraient eu le temps de se réfugier dans les abris. Cette tragédie locale éveilla en elle une détermination farouche de protéger les populations civiles de sa région. C'est alors qu'elle conçut un plan aussi audacieux qu'apparemment irréalisable. Utiliser la technologie radar allemande pour alerter les civils français des bombardements à venir. Cette idée, qui aurait paru farfelue à n'importe qui d'autre, lui semblait logique dans sa simplicité. Puisque le radar détectait les bombardiers alliés, il suffisait d'intercepter ces informations pour prévenir les populations menacées. Restait à résoudre le détail technique de cette interception par une jeune fermière sans formation scientifique. Sa première démarche fut d'intensifier discrètement ses relations avec les soldats allemands de la station radar, multipliant les prétextes de visite pour observer de plus près le fonctionnement de l'installation. Elle apportait régulièrement des provisions fraîches, proposait d'aider à l'entretien des locaux, et surtout posait des questions apparemment innocentes sur le fonctionnement technique de l'équipement. Sa jeunesse, sa beauté naturelle et son français châtié séduisaient les jeunes soldats allemands qui ne se méfiaient aucunement de cette fermière curieuse. L'Obergefreiter Müller, particulièrement sensible au charme de Marie-Claude, devint involontairement son professeur de technologie radar. « Comment faites-vous pour voir les avions si loin ?» demandait-elle avec une admiration feinte. « Pourquoi cette grosse antenne tourne-t-elle sans arrêt ?» Ces questions naïves amenaient le jeune ingénieur à détailler complaisamment les subtilités de son système, révélant progressivement à Marie-Claude les secrets d'une technologie que même les services de renseignement alliés peinaient à comprendre. Parallèlement à cette infiltration technique, Marie-Claude développait un réseau d'informations locales pour coordonner la diffusion des alertes qu'elle comptait intercepter. Elle contacta discrètement les maires des villages environnants, les instituteurs, les prêtres, tous les responsables locaux susceptibles de relayer rapidement une alerte au bombardement. « J'ai peut-être un moyen de vous prévenir à l'avance des raids aériens », leur expliquait-elle mystérieusement, « mais il faudra me faire confiance et agir vite quand je donnerai l'alerte. » Ce réseau, constitué en apparence pour des raisons humanitaires, ressemblait étrangement à une organisation de résistance, bien que Marie-Claude se défendît de tout engagement politique. « Je ne fais pas de résistance », précisait-elle toujours. « Je protège seulement les enfants et les femmes de ma région. » Cette distinction, subtile mais importante pour elle, lui permettait de maintenir sa motivation tout en évitant les scrupules moraux liés à la collaboration ou à la résistance active. Paragraphe 2. Le mois de septembre 1943 apporta à Marie-Claude l'opportunité qu'elle attendait sans oser l'espérer. Un bombardement allié sur l'installation radar allemande du mont Canisi, dans la nuit du 12 septembre, endommagea gravement l'équipement électronique et tua 2 des 4 techniciens allemands qui assuraient le fonctionnement de la station. L'Obergefreiter Müller, blessé mais vivant, se retrouvait seul pour maintenir en état une installation dont la réparation nécessitait normalement une équipe complète de spécialistes. Cette situation critique allait offrir à Marie-Claude l'accès direct à la technologie qu'elle convoitait. Le bombardement avait particulièrement touché les générateurs électriques et les systèmes de transmission qui permettaient à la station radar de communiquer avec le quartier général de la défense anti-aérienne allemande à Caen. La tour elle-même, construction massive de béton armé, avait résisté aux explosions, mais ses entrailles électroniques étaient partiellement détruites. Müller, désespéré par l'ampleur des dégâts et l'impossibilité d'obtenir rapidement des pièces de rechange et du personnel qualifié, accepta avec reconnaissance l'aide que lui proposait Marie-Claude. « Mademoiselle, je ne peux pas réparer tout seul », lui avoua-t-il le lendemain de l'attaque, contemplant avec découragement les débris de ses équipements sophistiqués. « Il me faudrait au moins 3 hommes et du matériel que Berlin mettra des semaines à livrer. Mes supérieurs vont me faire fusiller si cette station n'est pas opérationnelle dans 8 jours. » Cette confidence révélait non seulement l'importance stratégique de l'installation, mais aussi la vulnérabilité personnelle du jeune ingénieur allemand. Marie-Claude saisit immédiatement cette opportunité inespérée. « Monsieur Hans », répondit-elle avec une feinte compassion, « je ne connais rien à vos machines, mais j'ai de bonnes mains et j'apprends vite. Si vous me montrez ce qu'il faut faire, peut-être que je peux vous aider. » Cette proposition, apparemment spontanée, était en réalité soigneusement calculée pour exploiter la détresse du technicien allemand et obtenir l'accès complet aux secrets de la station radar.
Müller, acculé par les circonstances et séduit par cette aide inattendue, transgresse tous les règlements de sécurité en acceptant l'assistance de la jeune Française. C'est strictement interdit, reconnaissait-il, mais je n'ai plus le choix. Si vous promettez de ne jamais révéler ce que vous verrez ici, je vais vous apprendre à m'aider. Cette transgression des règles allemandes ouvrait à Marie-Claude l'accès à l'une des installations militaires les plus secrètes du mur de l'Atlantique. L'initiation technique de Marie-Claude commença immédiatement. Müller lui enseigna d'abord les gestes élémentaires, vérifier les connexions électriques, nettoyer les contacts, changer les tubes électroniques défaillants. La jeune femme découvrit un univers fascinant de technologies de pointe où s'entremêlaient circuits sophistiqués, écrans lumineux mystérieux et cadrans complexes qui révélaient la position exacte des avions alliés dans un rayon de 300 km. « Regardez cet écran », lui expliquait patiemment Müller. « Chaque point lumineux représente un bombardier ennemi. Cette ligne verte indique leur altitude, cette autre leur vitesse, et celle-ci leur direction. Nous pouvons suivre une formation de bombardiers depuis l'Angleterre jusqu'à leur cible française. » Cette révélation technique stupéfia Marie-Claude qui réalisait soudain l'ampleur des possibilités offertes par cette machine extraordinaire. Sa compréhension des principes radars progressait rapidement grâce à son intelligence naturelle et à sa motivation exceptionnelle. En quelques jours, elle maîtrisait les procédures de base. Réglage de la puissance d'émission, orientation de l'antenne, interprétation des signaux de retour. Müller, impressionné par ses progrès, lui confiait des tâches de plus en plus complexes. « Vous avez des dons pour cela, mademoiselle » observait-il admirativement. « Vous comprenez plus vite que certains de mes anciens collègues ingénieurs. » Cette période d'apprentissage intensif permit à Marie-Claude de mémoriser tous les détails du fonctionnement de la station radar, code d'accès, fréquence de transmission, procédure d'urgence, manuel technique. Elle développa une connaissance quasi professionnelle de cette technologie de pointe, exploit remarquable pour une jeune fermière sans formation scientifique préalable. Son cerveau, naturellement organisé et logique, assimilait avec facilité des concepts techniques qui auraient déconcerté bien des ingénieurs. Parallèlement à cette formation technique, Marie-Claude perfectionnait discrètement son réseau d'alerte civile. Elle établit un code simple avec ses contacts locaux. Un coup de cloche de l'église signalait des bombardiers en approche lointaine, 2 coups indiquaient un danger imminent. 3 coups donnaient le signal de fin d'alerte. Ce système, d'une simplicité biblique mais d'une efficacité redoutable, permettrait de prévenir instantanément toute la population rurale de la région. Le 20 septembre 1943, la station radar était de nouveau opérationnelle grâce aux efforts conjugués de Müller et de Marie-Claude. Cependant, les systèmes de communication avec le quartier général allemand restaient défaillants, isolant partiellement l'installation du réseau de défense anti-aérienne allemand. Cette situation, techniquement problématique pour les Allemands, offrait à Marie-Claude l'opportunité parfaite pour détourner les informations radar vers ses propres fins humanitaires. « Nous détectons parfaitement les bombardiers », expliquait Müller avec satisfaction. « Mais nous ne pouvons pas transmettre les informations à nos batteries anti-aériennes. C'est frustrant, mais au moins la station fonctionne de nouveau. » Il ne soupçonnait pas que cette frustration technique constituait exactement la situation que Marie-Claude avait secrètement espérée. Désormais, elle avait accès aux informations radar sans que les Allemands puissent les exploiter militairement. Paragraphe 3. La nuit du 25 septembre 1943 marqua le baptême du feu de Marie-Claude dans son nouveau rôle d'ange gardien de la Normandie rurale. Vers 22h30, les écrans radars détectèrent une formation massive de bombardiers alliés approchant des côtes françaises depuis l'Angleterre. Müller, seul de garde dans la station en raison de l'absence prolongée de renforts, observait avec une fascination mêlée d'impuissance cette armada aérienne qu'il ne pouvait plus signaler à ses supérieurs à cause des pannes de communication. « Mingotte !» murmurait-il en contemplant les dizaines de points lumineux qui convergent vers la Normandie. « Au moins 80 bombardiers lourds. Ils vont sans doute attaquer Caen ou Le Havre. » Marie-Claude, officiellement présente pour l'aider dans la surveillance nocturne, observait l'écran radar avec une attention feinte, mémorisant rapidement tous les détails de cette approche aérienne. Altitude, vitesse, direction, composition de la formation. Cette information capitale allait lui permettre de déclencher son premier système d'alerte civile. Prétextant une fatigue soudaine, Marie-Claude quitta discrètement la station radar vers 23h et courut à travers champs vers le clocher de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.
Le sacristain, prévenu de son système d'alerte, l'attendait dans l'obscurité. « Une grosse formation de bombardiers arrive du nord-ouest », lui chuchota-t-elle haletante. « Ils passeront au-dessus de nous vers minuit. Prévenez tout le monde !» Le sacristain déclencha immédiatement le code convenu. Un long coup de cloche qui résonna sinistrement dans la nuit normande. L'effet de cette alerte fut immédiat et spectaculaire. En quelques minutes, les lumières s'éteignirent dans tous les villages environnants. Les familles se réfugièrent dans leurs caves ou leurs abris de fortune. Le bétail fut rentré précipitamment dans les étables. Cette mobilisation générale, orchestrée par une simple fermière de 22 ans, transformait instantanément la campagne normande en forteresse invisible, préparée à affronter le déluge de fer qui approchait. À minuit précis, la formation de bombardiers britanniques survola effectivement la région à 6000 mètres d'altitude, se dirigeant vers les installations portuaires du Havre. Le vrombissement sourd des moteurs confirmait la précision de l'alerte de Marie-Claude. Grâce à son intervention, aucun civil ne fut surpris par ce passage. Aucune lumière ne trahit la présence des villages. Aucune panique ne se déclencha. Cette première réussite établissait la crédibilité de son système d'alerte et légitimait sa mission autoproclamée de protectrice civile. Le lendemain matin, Müller découvrit avec stupéfaction que la population locale avait manifestement été prévenue du passage des bombardiers. « C'est extraordinaire », observait-il. « Comment les paysans ont-ils su que les Anglais allaient y passer? Ils se sont tous cachés au bon moment. » Marie-Claude, feignant la surprise, suggéra innocemment. Peut-être qu'ils ont entendu les avions arriver de loin, ou alors ils ont vu des lumières suspectes au loin. Cette explication fantaisiste satisfit la curiosité du technicien allemand, qui ne soupçonnait pas la sophistication du système mis en place. Encouragée par ce premier succès, Marie-Claude perfectionna rapidement sa méthode d'interception des informations radar. Elle apprit à lire les écrans avec une précision professionnelle, identifiant la taille des formations, leurs objectifs probables, leurs horaires de passage. Cette expertise technique, acquise en quelques semaines auprès d'un spécialiste allemand involontaire, lui permettait de fournir aux populations civiles des alertes d'une précision remarquable. Son réseau d'alerte s'étoffait également de jour en jour. Aux cloches d'église s'ajoutèrent des signaux lumineux, des messagers à bicyclette, des lignes téléphoniques détournées. En quelques semaines, Marie-Claude coordonnait discrètement un système de défense passive qui couvrait une quinzaine de villages et protégeait près de 10 000 civils français. Cette organisation, d'une efficacité redoutable, fonctionnait parallèlement aux systèmes officiels allemands sans jamais les concurrencer directement. Le 8 octobre 1943, son système fut mis à l'épreuve lors d'un raid particulièrement massif contre les installations industrielles de Caen. Les écrans radars révélèrent l'approche de 120 bombardiers américains volant en formation serrée. Marie-Claude, analysant rapidement la trajectoire de cette armada, réalisa qu'elle passerait directement au-dessus de plusieurs villages densément peuplés. L'alerte fut déclenchée avec 45 minutes d'avance, permettant une évacuation méthodique et complète des zones dangereuses. Le bombardement qui suivit fut d'une violence inouïe, détruisant effectivement les usines de Caen, mais épargnant miraculeusement les populations civiles, qui avaient pu se mettre à l'abri grâce aux alertes de Marie-Claude. Pas une seule victime civile dans notre région, rapportait avec soulagement le maire de Saint-Germain. C'est un miracle, comme si les anges gardiens veillaient sur nous. Cette formulation poétique décrivait parfaitement la réalité. Une jeune fermière était effectivement devenue l'ange gardien invisible de la Normandie rurale. Müller commençait cependant à s'interroger sur ces coïncidences troublantes. Comment expliquer que les civils français soient toujours prêts quand arrivent les bombardiers? Se demandait-il à haute voix. Ils ont un système d'information que nous ne comprenons pas. Cette inquiétude grandissante représentait un danger potentiel pour Marie-Claude, qui devait redoubler de prudence pour maintenir le secret de ses activités. La jeune femme développa donc des stratégies de camouflage de plus en plus sophistiquées. Elle variait les signaux d'alerte, utilisait différents réseaux selon les circonstances, créait de fausses alertes occasionnelles pour brouiller les pistes. Cette guerre de l'ombre entre une fermière géniale et la machine de guerre allemande illustrait parfaitement la symétrie des conflits modernes, où l'intelligence peut compenser la supériorité technologique et logistique. Paragraphe 4. Novembre 1943 apporta de nouveaux défis à l'organisation clandestine de Marie-Claude, avec l'arrivée d'une équipe d'ingénieurs allemands chargés de réparer définitivement les systèmes de communication de la station radar. Cette intervention technique
longtemps retardé par les priorités militaires allemandes, menaçait de rétablir la liaison avec le quartier général de Caen et de priver Marie-Claude de son accès privilégié aux informations radar. La jeune femme dut faire preuve d'une ingéniosité redoublée pour maintenir son système d'alerte tout en évitant la suspicion des nouveaux arrivants. L'Oberleutnant Werner Hausmann, ingénieur berlinois de 35 ans chargé de superviser les réparations, était un technicien méticuleux et méfiant qui s'étonna immédiatement de la présence d'une civile française dans une installation militaire ultra secrète. « Qu'est-ce que cette fermière fait ici ?» demanda-t-il sèchement à Müller. « C'est contraire à tous les règlements de sécurité. Cette femme a accès aux secrets les plus importants du mur de l'Atlantique. » Cette remise en question de la présence de Marie-Claude représentait une menace existentielle pour son opération. Müller, mis en difficulté, dut justifier la présence de Marie-Claude par les circonstances exceptionnelles qui avaient suivi le bombardement de septembre. « Herr Oberleutnant, expliquait-il avec embarras, cette jeune femme m'a aidé à remettre la station en marche quand j'étais seul. Elle a des dons techniques remarquables et elle connaît maintenant tous nos systèmes. De plus, elle nous apporte régulièrement des vivres frais qui améliorent notre ordinaire. » Cette défense, bien que sincère, ne convainquait qu'à moitié le suspicieux Hausmann. Marie-Claude comprit immédiatement qu'elle devait jouer serré pour conserver son accès à la station radar. Elle développa une stratégie de séduction intellectuelle pour conquérir la confiance du nouvel arrivant. « Monsieur l'officier », lui déclara-t-elle avec une admiration feinte lors de leur première rencontre, « j'ai entendu dire que vous étiez un grand spécialiste des transmissions. Pourriez-vous m'expliquer comment ces machines mystérieuses arrivent à voir si loin ?» Cette flatterie habile touchait l'orgueil professionnel de Hausmann, qui se laissa progressivement séduire par cette fermière, apparemment fascinée par la technologie allemande. Cependant, les réparations avançaient rapidement sous la direction compétente de Hausmann. En quelques jours, les systèmes de communication furent partiellement rétablis, permettant à la station de transmettre de nouveau certaines informations au quartier général allemand. Cette restauration des liaisons représentait un coup sévère pour Marie-Claude, qui voyait sa source d'information se tarir progressivement. Elle devait impérativement trouver un moyen de maintenir son accès aux données radar, malgré le retour à la normale des procédures allemandes. La solution vint d'une observation attentive des nouvelles procédures mises en place par Hausmann. La station radar transmettait désormais automatiquement les informations de détection vers Caen, mais conservait localement une copie complète sur des bandes magnétiques destinées à l'analyse technique et à la maintenance. Ces enregistrements, stockés dans une armoire du local technique, contenaient exactement les mêmes informations que celles transmises en temps réel, mais avec un décalage de quelques minutes qui les rendait inutiles militairement pour les Allemands. Marie-Claude réalisa que ces enregistrements constituaient une source d'information parfaite pour ses besoins, suffisamment précis pour permettre des alertes efficaces, mais suffisamment décalés pour ne pas compromettre les opérations allemandes. Elle développa une technique discrète pour consulter ces bandes pendant ses visites d'entretien dans la station. « Je peux vous aider à classer ces enregistrements », proposait-elle innocemment à Hausmann. « J'ai l'habitude de tenir les registres de la ferme familiale. » Cette nouvelle méthode d'accès aux informations radar était plus complexe que la précédente, mais aussi plus sûre. Marie-Claude mémorisait rapidement les données des enregistrements les plus récents, analysait les tendances des attaques aériennes alliées, et pouvait ainsi prédire avec une précision remarquable les raids à venir. Son système d'alerte évoluait donc d'une surveillance temps réel vers une analyse prédictive basée sur l'étude des patterns de bombardement alliés. Cette évolution technique s'accompagnait d'une sophistication croissante de son réseau d'alerte civile. Marie-Claude avait mis au point un code complexe qui permettait de transmettre non seulement l'imminence d'un raid, mais aussi sa direction probable, sa taille approximative et même le type de bombardier impliqué. Cette précision exceptionnelle transformait les alertes de simples signal de danger en véritables renseignements tactiques qui permettaient aux populations d'adapter leurs réactions selon les circonstances. Le 20 novembre 1943, ce système perfectionné fit ses preuves lors d'un raid complexe impliquant 3 formations de bombardiers attaquant simultanément des objectifs différents en Normandie. Marie-Claude analysa les enregistrements radar et prédit avec exactitude que la première formation attaquerait Le Havre vers 14h30, la seconde viserait Caen vers 15h et la troisième survolerait sa région vers 15h15 sans bombarder. Ces prédictions, transmises avec précision à son réseau, permirent une gestion optimisée des abris et évitèrent toute panique inutile.
La précision de ces alertes commençait cependant à susciter l'attention des autorités allemandes locales. Le commandant de camp signala à ses supérieurs que les populations civiles françaises semblent disposer d'un système d'information sur les raids aériens d'une efficacité troublante. Cette préoccupation croissante obligeait Marie-Claude à redoubler de prudence et à envisager des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger son organisation clandestine. Haussmann lui-même commençait à s'interroger sur certaines coïncidences. Il est étrange, observait-il, que les fermiers de cette région soient toujours parfaitement préparés au bombardement. Ils semblent avoir une source d'information que nous ne comprenons pas. Cette suspicion grandissante représentait un danger mortel pour Marie-Claude, qui devait absolument éviter d'être démasquée, alors que son système atteignait son apogée d'efficacité. Paragraphe 5. Décembre 1943. Transforma la mission de Marie-Claude en véritable course contre la montre. L'intensification des préparatifs du débarquement allié se traduisait par une multiplication spectaculaire des bombardements sur la Normandie, parfois 3 ou 4 raids par jour sur des objectifs dispersés. Cette escalade aérienne sollicitait son système d'alerte au maximum de ses capacités, obligeant la jeune femme à développer des méthodes de plus en plus sophistiquées pour traiter le flux croissant d'informations radar et coordonner les alertes sur une zone géographique sans cesse élargie. Son réseau d'observation s'étendait désormais sur un rayon de 50 km autour de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, couvrant plus de 200 villages et hameaux où vivaient près de 80 000 civils français. Cette expansion géographique nécessitait une organisation quasi militaire, avec des relais hiérarchiques, des codes de transmission complexes et des protocoles de sécurité rigoureux. Marie-Claude dirigeait effectivement une organisation clandestine d'une ampleur considérable, tout en maintenant officiellement sa couverture de simple fermière assistant les techniciens allemands. La complexité croissante des raids alliés exigeait une analyse radar de plus en plus pointue. Les bombardiers américains et britanniques utilisaient maintenant des tactiques de diversion sophistiquées. Fausses formations, changement de cap en cours de vol, attaques simultanées sur objectifs multiples. Marie-Claude dut apprendre à déchiffrer ces ruses tactiques pour éviter de déclencher des alertes inutiles qui auraient décrédibilisé son système et épuisé nerveusement les populations protégées. Ces pilotes alliés deviennent très malins, observait Haussmann en étudiant les enregistrements radar. Regardez cette formation qui fait semblant d'attaquer Caen, puis bifurque vers Cherbourg au dernier moment. Et celle-ci qui simule un retour vers l'Angleterre avant de revenir bombarder Le Havre. Marie-Claude mémorisait soigneusement ces analyses allemandes qui l'aidaient à perfectionner sa propre compréhension des tactiques aériennes alliées. Son expertise technique rivalisant maintenant avec celle d'un spécialiste professionnel, Marie-Claude pouvait prédire avec une précision remarquable non seulement la trajectoire des bombardiers, mais aussi leurs objectifs probables. Cette capacité prédictive lui permettait d'adapter ses alertes selon le niveau réel de danger. Alerte maximale pour les villages directement menacés, alerte modérée pour les zones de survol, pas d'alerte pour les raids dirigés vers des objectifs éloignés. Cette gradation intelligente évitait l'épuisement psychologique des populations tout en maintenant leur vigilance. Le 15 décembre 1943, son système fut confronté à son test le plus difficile. Un raid de 340 bombardiers lourds américains attaquant simultanément 6 objectifs différents en Normandie. Cette opération d'une ampleur exceptionnelle mobilisa toutes les ressources de Marie-Claude, qui dut coordonner 18 alertes différenciées en l'espace de 3 heures. La précision de ces prédictions permit d'éviter complètement les victimes civiles, malgré l'intensité des bombardements, exploit qui confirma définitivement l'efficacité de son organisation. Cependant, cette réussite même attirait dangereusement l'attention des services de sécurité allemands. Le Sicherheitsdienst, SD, de Caen ouvrit une enquête sur les fuites d'informations concernant les opérations aériennes ennemies. Cette investigation, menée par l'Obersturmführer Klaus Weber, spécialiste du contre-espionnage, représentait une menace mortelle pour Marie-Claude et son réseau. Weber était réputé pour son efficacité impitoyable dans la traque des réseaux de résistance. Marie-Claude apprit l'existence de cette enquête par Müller, qui, inquiet pour sa propre sécurité, lui révéla les soupçons croissants de ses supérieurs. « Mademoiselle Marie-Claude » lui chuchota-t-il anxieusement, « il faut être très prudente. Les services de sécurité enquêtent sur les fuites d'informations dans la région. S'ils découvrent que vous avez accès à nos installations, nous risquons tous les deux le peloton d'exécution. » Cette mise en garde révélait l'ampleur du danger qui menaçait désormais l'organisation clandestine.
Face à cette menace, Marie-Claude développa une stratégie de camouflage sophistiquée, basée sur la multiplication des sources d'informations apparentes. Elle créa de fausses pistes, suggérant que les alertes provenaient d'observations visuelles d'avions, d'écoutes radioamateurs ou d'informations transmises par des cheminots complices. Cette désinformation visait à détourner l'attention des enquêteurs vers des explications plausibles mais fausses, protégeant ainsi la véritable source radar de son système. Elle modifia également ses méthodes d'accès aux informations radar pour réduire sa présence physique dans la station allemande. Au lieu de consulter directement les enregistrements, elle forma Müller à noter discrètement certaines informations qu'il lui transmettrait ensuite sous forme de conversations anodines sur la météorologie ou l'agriculture. Cette technique indirecte était moins précise, mais beaucoup plus sûre dans le contexte de surveillance accrue qui s'installait. L'arrivée de janvier 1944 marqua l'apogée de l'activité de Marie-Claude avec des bombardements quasi quotidiens qui transformaient la Normandie en champ de bataille aérien permanent. Son système d'alerte fonctionnait maintenant comme une véritable institution parallèle, consultée et respectée par toutes les autorités locales françaises. Les maires, les préfets, les responsables civils coordonnaient leurs actions selon les prédictions de cette mystérieuse source d'information, dont ils ignoraient l'identité mais dont ils appréciaient l'efficacité. Cette reconnaissance officieuse de son travail procurait à Marie-Claude une satisfaction immense, mais aussi une responsabilité écrasante. Elle savait que des milliers de vies dépendaient quotidiennement de la précision de ses alertes et de la fiabilité de son système. Cette pression psychologique, ajoutée au danger permanent de découverte par les Allemands, transformait l'existence de la jeune fermière en stress constant qui usait progressivement ses forces physiques et nerveuses. Paragraphe 6. Février 1944 apporta le plus grand défi que Marie-Claude ait jamais eu à affronter. L'annonce par Haussmann de l'arrivée imminente d'une équipe de spécialistes de contre-espionnage chargée d'enquêter sur les fuites de sécurité autour de la station radar. Cette mission d'inspection, dirigée par l'Obersturmführer Weber en personne, visait à identifier la source des informations qui permettaient aux civils français d'anticiper avec une précision troublante les bombardements alliés. Marie-Claude disposait de moins d'une semaine pour effacer toutes les traces de ses activités, tout en maintenant l'efficacité de son système d'alerte. La jeune femme réalisa immédiatement que sa présence régulière dans la station radar constituait une preuve accablante, qui ne manquerait pas d'attirer l'attention de Weber. Elle devait donc cesser complètement ses visites, tout en trouvant un moyen alternatif d'accéder aux informations radar indispensables à son système. Cette quadrature du cercle semblait impossible à résoudre, mais Marie-Claude avait appris que l'impossible n'était qu'une question de méthode et de détermination. Sa solution vint d'une observation technique qu'elle avait faite quelques semaines plus tôt. La station radar émettait ses signaux selon un pattern régulier qui pouvait être détecté à distance par un récepteur approprié. En analysant ces émissions depuis l'extérieur de l'installation, il serait théoriquement possible de reconstituer une partie des informations radar sans avoir besoin d'accéder physiquement aux équipements allemands. Cette technique d'espionnage électronique, révolutionnaire pour l'époque, nécessitait cependant la fabrication d'un récepteur sophistiqué. Marie-Claude se tourna vers son père, André Dubois, ancien mécanicien de précision chez Renault, avant de reprendre la ferme familiale. Cet homme d'une soixantaine d'années, bricoleur de génie et parfaitement au courant des activités clandestines de sa fille, possédait les compétences techniques nécessaires pour fabriquer l'équipement de réception. « Papa, lui expliqua-t-elle, j'ai besoin que tu me fabriques une machine capable d'entendre ce que dit la tour allemande sans y aller. » Cette demande, apparemment fantaisiste, défiait toutes les lois de la physique connues du fermier. André Dubois, malgré ses doutes sur la faisabilité du projet, accepta de relever ce défi technique par amour pour sa fille et par haine des occupants allemands. Utilisant des pièces détachées de radios civiles, des tubes électroniques récupérés sur du matériel agricole, et même des éléments métalliques de la ferme, il commença la construction d'un récepteur artisanal dans le grenier de la maison familiale. Ce laboratoire improvisé allait donner naissance à l'un des premiers systèmes d'interception électronique civile de l'histoire. Pendant que son père travaillait sur l'aspect technique, Marie-Claude perfectionnait ses derniers accès légaux à la station radar. Elle mémorisa minutieusement toutes les fréquences utilisées, tous les codes de transmission, tous les patterns d'émission qui caractérisaient le fonctionnement de l'installation allemande. Ces informations, gravées dans sa mémoire photographique, constitueraient la base de son futur système d'interception à distance.
Le 20 février 1944, l'équipe de contre-espionnage de Weber arriva à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe pour commencer son enquête. Marie-Claude cessa immédiatement toute visite à la station radar, prétextant une grippe qui l'obligeait à garder le lit. Cette disparition soudaine intrigua Haussmann, qui s'était habitué à la présence de la jeune fermière, mais elle évita opportunément la confrontation avec les redoutables spécialistes du SD. L'enquête de Weber se concentra initialement sur le personnel allemand de la station, soupçonné de négligence dans la protection des informations confidentielles. Müller et Haussmann furent interrogés pendant des heures, contraints de justifier leurs moindres actions et de révéler tous leurs contacts avec la population civile locale. Cette pression énorme faillit faire craquer Müller, qui évoqua brièvement l'aide apportée par Marie-Claude, mais Haussmann minimisa habilement cet épisode en le présentant comme une assistance ponctuelle sans importance stratégique. Pendant ce temps, dans le grenier familial, André Dubois peaufinait son récepteur artisanal avec l'aide technique de Marie-Claude, qui lui transmettait les spécifications exactes nécessaires. Le 25 février, après 5 jours de travail acharné, l'équipement fut enfin opérationnel. « Ma fille », annonça fièrement le fermier, « ta machine bizarre fonctionne. Elle reçoit effectivement des signaux de la tour allemande. » Cette réussite technique ouvrait une nouvelle ère dans l'organisation clandestine de Marie-Claude. Le premier test du système d'interception eut lieu le 26 février lors d'un raid de bombardiers britanniques sur Cherbourg. Marie-Claude, cachée dans le grenier familial avec son récepteur artisanal, parvint à détecter les signaux radars allemands et à reconstituer partiellement les informations de détection. La précision était moindre qu'avec l'accès direct aux équipements, mais suffisante pour maintenir un système d'alerte efficace. Cette révolution technique libérait définitivement Marie-Claude de sa dépendance vis-à-vis de la station radar allemande. L'enquête de Weber se poursuivit pendant 2 semaines sans découvrir la véritable source des fuites d'informations. Les interrogatoires, les fouilles, les surveillances ne révélaient aucun réseau de résistance organisé, aucun espion professionnel, aucune explication rationnelle aux alertes civiles extraordinairement précises. Cette situation frustrante amena progressivement Weber à conclure que les fuites résultaient probablement d'une combinaison de facteurs. Observation visuelle, rumeurs transmises par les cheminots, intuition collective développée par l'expérience. Cette explication, bien qu'insuffisante, était la seule qui correspondait aux éléments découverts lors de l'enquête. Le départ de l'équipe de contre-espionnage, le 15 mars 1944, marqua la victoire de Marie-Claude sur la machine répressive allemande. Son système d'alerte, désormais basé sur l'interception électronique, fonctionnait de manière totalement autonome et indétectable. Cette évolution technique transformait une opération d'espionnage artisanal en véritable prouesse d'intelligence électronique, préfigurant les méthodes modernes de guerre électronique. Paragraphe 7. Mars 1944 marqua l'entrée de Marie-Claude et de son système d'alerte dans une phase d'efficacité maximale, qui coïncidait tragiquement avec l'intensification dramatique des bombardements alliés préparant le débarquement de Normandie. Son récepteur artisanal, perfectionné quotidiennement par son père et elle-même, captait désormais avec une précision remarquable les émissions de la station radar allemande, permettant une reconstitution quasi complète des informations de détection aérienne. Cette maîtrise technique transformait le grenier de la ferme Dubois en véritable centre de commandement de la défense passive civile normande. Les bombardements atteignaient maintenant une intensité inouïe, jusqu'à 6 raids par jour sur des objectifs dispersés dans toute la région, mobilisant parfois plus de 500 bombardiers lourds simultanément. Cette escalade aérienne, prélude au débarquement prévu pour juin 1944, transformait la Normandie en enfer quotidien où les populations civiles ne survivaient que grâce aux alertes de Marie-Claude. Sans son système, les victimes civiles se seraient comptées par milliers dans une région qui devint progressivement le théâtre d'opérations aériennes le plus intense de la guerre européenne. L'organisation clandestine de Marie-Claude avait évolué pour s'adapter à cette intensification. Son réseau d'alerte couvrait désormais 300 communes et villages, protégeait plus de 150 000 civils et fonctionnait avec la précision d'une véritable institution militaire. La jeune fermière dirigeait effectivement une armée invisible de messagers, d'observateurs, de relais techniques qui transformaient instantanément ses prédictions radars en actions de sauvegarde sur l'ensemble du territoire normand.
Cette réussite organisationnelle dépassait largement ce qu'auraient pu accomplir des services officiels disposant de moyens considérables. Sa réputation, bien qu'anonyme, s'était étendue jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration française et même de la résistance organisée. Le préfet de Caen signalait mystérieusement à Vichy que les populations normandes disposent d'un système d'information aérienne d'une efficacité remarquable qui évite les victimes civiles. Les réseaux de résistance tentèrent de comprendre l'origine de ces alertes pour éventuellement les exploiter militairement, mais Marie-Claude maintenait strictement le secret de son organisation pour éviter toute récupération politique ou militaire. Le 25 mars 1944, son système fut confronté à son défi le plus complexe. L'opération Clarion, raid allié massif impliquant 1200 bombardiers attaquant simultanément 200 objectifs différents en France occupée. Cette opération d'une ampleur sans précédent sollicitait le système de Marie-Claude au-delà de toutes ses capacités théoriques. La jeune femme devait traiter en temps réel un flux d'informations radar correspondant à 12 fois l'intensité habituelle, analyser des trajectoires d'une complexité inouïe et coordonner des centaines d'alertes différenciées en l'espace de quelques heures. L'enjeu de cette journée dépassait largement la protection habituelle des populations civiles. L'échec du système d'alerte de Marie-Claude aurait causé un massacre de masse dans une région où la densité de bombardement atteignait des niveaux jamais égalés en Europe. La responsabilité morale de cette situation pesait entièrement sur les épaules d'une fermière de 22 ans qui n'avait jamais sollicité cette charge écrasante, mais qui l'assumait avec un courage et une compétence extraordinaires. Dès 5h100 du matin, les écrans radars allemands commencèrent à détecter des formations de bombardiers décollant de dizaines d'aérodromes britanniques. Marie-Claude, installée dans son grenier avec son récepteur artisanal, captait ces informations au fur et à mesure et reconstituait progressivement l'ampleur phénoménale de l'opération en cours. « Papa » chuchota-t-elle à son père qui l'assistait, « c'est l'attaque la plus énorme de toute la guerre. Il va y avoir des bombardiers partout en Normandie pendant 6 heures. » Cette prédiction glaçante obligeait à déclencher un système d'alerte généralisé d'une ampleur jamais tentée. Le réseau de Marie-Claude fonctionna ce jour-là avec une précision d'horlogerie qui relevait du prodige organisationnel. Chaque commune reçut ses alertes spécifiques selon l'horaire prévu des survols. Chaque village adapta ses mesures de protection selon le type de bombardiers annoncés. Chaque famille put se réfugier au moment optimal selon les prédictions de la jeune fermière. Cette coordination parfaite de 150 000 personnes par une seule organisatrice illustrait l'efficacité extraordinaire d'un système de commandement basé sur la compétence technique et la confiance absolue. Les résultats de cette journée d'exception furent spectaculaires. Malgré 1200 bombardiers larguant des milliers de tonnes d'explosifs sur la Normandie, aucun civil ne fut tué dans la zone couverte par les alertes de Marie-Claude. Cette performance, objectivement mesurable et vérifiable, établissait définitivement l'efficacité de son système et sa valeur humanitaire considérable. Une simple fermière avait réussi à protéger plus de vies humaines que n'importe quelle organisation militaire ou civile de son époque. Cependant, cette réussite même attirait de nouveau l'attention des autorités allemandes qui ne pouvaient ignorer l'impossibilité statistique de tels résultats sans intervention d'un système d'information sophistiqué. Le général-major Pemsel, commandant de la défense côtière normande, ordonna une nouvelle enquête approfondie sur ces anomalies civiles qui suggéraient l'existence d'un réseau de renseignement d'une efficacité supérieure à celle des services secrets professionnels. Cette investigation représentait un nouveau danger mortel pour Marie-Claude au moment où son système atteignait l'apogée de ses performances. L'ironie de la situation n'échappait pas à la jeune femme. Plus elle réussissait dans sa mission de protection des civils, plus elle s'exposait aux représailles allemandes. Cette contradiction tragique l'obligeait à envisager l'impensable, réduire l'efficacité de son système pour en assurer la survie, dilemme moral déchirant entre perfection humanitaire et prudence de conservation. Cette question éthique complexe révélait la maturité extraordinaire acquise par une fermière de 22 ans, confrontée à des responsabilités qui auraient écrasé des dirigeants expérimentés. Paragraphe 8. Avril 1944 confronta Marie-Claude au paradoxe le plus cruel de sa mission. Au moment où les bombardements alliés atteignaient leur intensité maximale et où son système d'alerte sauvait quotidiennement des centaines de vies, elle devait simultanément en réduire la visibilité pour éviter d'être découverte par l'enquête allemande renforcée.
Cette double contrainte l'obligeait à des choix déchirants entre efficacité maximale et survie de son organisation, révélant la complexité morale des situations de guerre où la perfection humanitaire peut conduire à la destruction de son propre artisan. La nouvelle enquête allemande, dirigée par le Standartenführer Heinrich Krüger, spécialiste réputé du démantèlement des réseaux de résistance, utilisait des méthodes d'investigation bien plus sophistiquées que la précédente. Krüger analysait statistiquement les patterns d'évacuation civile, étudiait la chronologie des alertes, interrogeait méthodiquement les populations locales pour identifier les sources d'informations. Cette approche scientifique représentait une menace existentielle pour Marie-Claude, qui ne pouvait plus compter sur la chance ou l'improvisation pour échapper à la détection. Face à ce danger, Marie-Claude développa une stratégie de camouflage révolutionnaire. Au lieu de dissimuler complètement son système d'alerte, elle créa de multiples fausses pistes qui orientaient l'enquête allemande vers des explications plausibles mais erronées. Elle organisa des réseaux factices d'observateurs visuels, répandit des rumeurs sur des écoutes radio clandestines, suggéra l'existence de complicité dans les services ferroviaires. Cette désinformation sophistiquée visait à saturer l'enquête allemande d'hypothèses contradictoires pour protéger la véritable source radar de son système. Simultanément, elle perfectionnait les aspects techniques de son interception électronique pour compenser la réduction forcée de son réseau d'alerte. Son père et elle-même amélioraient quotidiennement leur récepteur artisanal, augmentant sa sensibilité, affinant sa sélectivité, développant de nouvelles méthodes d'analyse des signaux captés. Cette course à l'innovation technique transformait le grenier familial en véritable laboratoire de guerre électronique où se développaient des technologies qui ne seraient redécouvertes par les services officiels qu'après la guerre. Le 15 avril 1944, Marie-Claude prit la décision la plus difficile de sa carrière clandestine. Réduire volontairement de 40% l'efficacité de son système d'alerte pour en assurer la survie. Cette automutilation de son œuvre, moralement déchirante mais tactiquement indispensable, consistait à ne plus alerter que les zones de bombardement direct en ignorant les simples survols. Cette sélection cruelle entre vie prioritaire et secondaire révélait les dilemmes inhumains imposés par la guerre aux consciences les plus nobles. Les conséquences de cette réduction furent immédiates et tragiques. Le 18 avril, un bombardement imprévu sur Bayeux causa 34 victimes civiles qui auraient pu être évitées si Marie-Claude avait maintenu son système d'alerte à pleine efficacité. Cette hécatombe, première faille significative de son système depuis 8 mois, la plongea dans un désespoir profond. « J'ai tué ces gens par ma lâcheté », s'accusait-elle, refusant d'admettre que cette lâcheté était en réalité une sagesse stratégique qui préservait la capacité de sauver des milliers d'autres vies dans l'avenir. Cependant, cette tragédie de Bayeux eut un effet inattendu sur l'enquête allemande. Krüger interpréta ces victimes civiles comme la preuve que le mystérieux système d'information français avait des limites et des failles. « Enfin !» s'exclama-t-il en apprenant la nouvelle. « Nous commençons à comprendre ce réseau. Il n'est pas omniscient, il a des zones d'ombre que nous pouvons exploiter. » Cette analyse erronée orientait l'enquête vers des recherches géographiques au lieu des investigations techniques qui auraient depuis avril 1944 confronta Marie-Claude au paradoxe le plus cruel de sa mission. Au moment où les bombardements alliés atteignaient leur intensité maximale et où son système d'alerte sauvait quotidiennement des centaines de vies, elle devait simultanément en réduire la visibilité pour éviter d'être découverte par l'enquête allemande renforcée. Cette double contrainte l'obligeait à des choix déchirants entre efficacité maximale et survie de son organisation, révélant la complexité morale des situations de guerre où la perfection humanitaire peut conduire à la destruction de son propre artisan. La nouvelle enquête allemande, dirigée par le Standartenführer Heinrich Krüger, spécialiste réputé du démantèlement des réseaux de résistance, utilisait des méthodes d'investigation bien plus sophistiquées que la précédente. Krüger analysait statistiquement les patterns d'évacuation civile, étudiait la chronologie des alertes, interrogeait méthodiquement les populations locales pour identifier les sources d'informations. Cette approche scientifique représentait une menace existentielle pour Marie-Claude, qui ne pouvait plus compter sur la chance ou l'improvisation pour échapper à la détection. Face à ce danger, Marie-Claude développa une stratégie de camouflage révolutionnaire. Au lieu de dissimuler complètement son système d'alerte, elle créa de multiples fausses pistes qui orientaient l'enquête allemande vers des explications plausibles mais erronées. Elle organisa des réseaux factices d'observateurs visuels,
répandit des rumeurs sur des écoutes radio clandestines, suggéra l'existence de complicité dans les services ferroviaires. Cette désinformation sophistiquée visait à saturer l'enquête allemande d'hypothèses contradictoires pour protéger la véritable source radar de son système. Simultanément, elle perfectionnait les aspects techniques de son interception électronique pour compenser la réduction forcée de son réseau d'alerte. Son père et elle-même amélioraient quotidiennement leur récepteur artisanal, augmentant sa sensibilité, affinant sa sélectivité, développant de nouvelles méthodes d'analyse des signaux captés. Cette course à l'innovation technique transformait le grenier familial en véritable laboratoire de guerre électronique où se développaient des technologies qui ne seraient redécouvertes par les services officiels qu'après la guerre. Le 15 avril 1944, Marie-Claude prit la décision la plus difficile de sa carrière clandestine. Réduire volontairement de 40% l'efficacité de son système d'alerte pour en assurer la survie. Cette automutilation de son œuvre, moralement déchirante mais tactiquement indispensable, consistait à ne plus alerter que les zones de bombardement direct en ignorant les simples survols. Cette sélection cruelle entre vie prioritaire et secondaire révélait les dilemmes inhumains imposés par la guerre aux consciences les plus nobles. Les conséquences de cette réduction furent immédiates et tragiques. Le 18 avril, un bombardement imprévu sur Bayeux causa 34 victimes civiles qui auraient pu être évitées si Marie-Claude avait maintenu son système d'alerte à pleine efficacité. Cette hécatombe, première faille significative de son système depuis 8 mois, la plongea dans un désespoir profond. « J'ai tué ces gens par ma lâcheté », s'accusait-elle, refusant d'admettre que cette lâcheté était en réalité une sagesse stratégique qui préservait la capacité de sauver des milliers d'autres vies dans l'avenir. Cependant, cette tragédie de Bayeux eut un effet inattendu sur l'enquête allemande. Krüger interpréta ces victimes civiles comme la preuve que le mystérieux système d'information français avait des limites et des failles. « Enfin !» s'exclama-t-il en apprenant la nouvelle. « Nous commençons à comprendre ce réseau. Il n'est pas omniscient, il a des zones d'ombre que nous pouvons exploiter. » Cette analyse erronée orientait l'enquête vers des recherches géographiques, au lieu des investigations techniques qui auraient pu révéler la véritable source radar des alertes. Cette méprise allemande offrait à Marie-Claude un répit inattendu qu'elle exploita immédiatement pour restructurer son organisation selon de nouveaux principes de sécurité. Elle fragmenta son réseau en cellules étanches, développa des codes de transmission plus sophistiqués, créa des systèmes de sauvegarde qui permettraient de maintenir les alertes même si elles étaient découvertes et arrêtées. Cette professionnalisation de son système transformait une organisation artisanale en véritable service de renseignement civil, doté d'une résilience remarquable. L'approche du débarquement allié, prévue pour juin selon les indices qu'elle décryptait dans l'intensification des bombardements, obligeait Marie-Claude à envisager l'avenir de son système, dans un contexte de guerre totale. Les combats terrestres qui suivraient inévitablement le débarquement rendraient probablement inutile son système d'alerte aérienne, mais il pourrait aussi révéler publiquement son existence si les Allemands tentaient de détruire toutes les preuves de leurs échecs de sécurité. Cette perspective incertaine la menait à préparer des plans d'évacuation et de destruction préventive de son équipement. Le 28 avril 1944, Marie-Claude reçut la visite nocturne d'un émissaire mystérieux qui se présenta comme représentant de la France combattante. Cet homme, dont l'identité resta secrète, lui révéla que son activité était connue et appréciée par les services de renseignement alliés. « Mademoiselle », lui déclara-t-il solennellement, « votre travail a sauvé plus de vies françaises que n'importe quelle action militaire de cette guerre. Après la libération, la France reconnaîtra officiellement votre contribution exceptionnelle. » Cette reconnaissance, bien qu'émouvante, inquiétait Marie-Claude, qui préférait maintenir l'anonymat de sa mission. L'intensification des préparatifs de débarquement se traduisait par une augmentation exponentielle des bombardements alliés qui sollicitaient le système de Marie-Claude au-delà de toutes ses capacités. Parfois 10 raids par jour sur des objectifs dispersés dans toute la Normandie, nécessitant des centaines d'alertes différenciées et une coordination d'une complexité inouïe. La jeune fermière, épuisée physiquement et nerveusement par 8 mois d'activité ininterrompue, puisait dans ses dernières réserves d'énergie pour maintenir l'efficacité de son organisation au moment crucial où la liberté de l'Europe se jouait dans le ciel normand. Le 5 mai 1944, une panne technique de son récepteur artisanal faillit compromettre définitivement sa mission. L'équipement,
sollicité quotidiennement pendant des mois, montra des signes de fatigue qui réduisaient dangereusement sa fiabilité. André Dubois, aidé par un électricien complice de camp, travailla 3 jours et 3 nuits pour réparer ce matériel irremplaçable. « Ma fille, lui dit-il en achevant les réparations, cette machine ne tiendra plus très longtemps. Il faut espérer que la guerre finira avant qu'elle nous lâche définitivement. » Cette fragilité technique ajoutait une angoisse supplémentaire aux responsabilités écrasantes de Marie-Claude. Le mois de mai se termina dans une atmosphère d'attente fébrile, où chacun sentait l'imminence d'événements décisifs. Les bombardements atteignaient une intensité apocalyptique, transformant la Normandie en paysage lunaire où seules survivaient les populations protégées par les alertes de Marie-Claude. La jeune fermière, devenue malgré elle l'une des personnalités les plus influentes de France occupée, se préparait à affronter l'épreuve suprême, maintenir son système pendant les combats du débarquement qui transformerait définitivement sa région en champ de bataille de la libération européenne. Paragraphe 9. Les premiers jours de juin 1944 plongèrent Marie-Claude dans une tension extrême qui culmina dans la nuit du 5 au 6 juin, quand son récepteur artisanal captait des signaux radars d'une intensité et d'une complexité jamais observées auparavant. Dès 2 heures du matin, les écrans allemands détectaient des formations aériennes massives approchant des côtes normandes, mais aussi des signaux parasites inhabituels qui suggéraient la présence de navires en mer. Cette configuration exceptionnelle, analysée en temps réel par Marie-Claude dans son grenier, révélait l'imminence de l'opération que tous attendaient depuis des mois, le débarquement allié en Normandie. « Papa, réveille-toi » chuchota-t-elle à son père endormi. « C'est le grand jour. Il y a des centaines d'avions et des navires partout sur la mer. Le débarquement commence maintenant. » Cette annonce historique, prononcée dans l'intimité d'un grenier normand par une fermière de 22 ans, marquait l'aboutissement de 10 mois d'efforts extraordinaires et l'entrée dans une nouvelle ère où son système d'alerte civile allait devoir s'adapter aux réalités d'un champ de bataille terrestre. Les informations radars captées par Marie-Claude révélaient l'ampleur gigantesque de l'opération Overlord. Plus de 2000 bombardiers lourds pilonnant simultanément les défenses côtières allemandes, des centaines d'avions de transport larguant des parachutistes derrière les lignes ennemies, une armada navale de 5000 navires approchant des plages normandes. Cette avalanche de données techniques, traitée en temps réel par une jeune femme sans formation militaire, témoignait de la maîtrise exceptionnelle qu'elle avait acquise dans l'analyse des opérations aériennes complexes. Face à cette situation historique, Marie-Claude prit une décision qui révélait sa maturité stratégique. Au lieu de déclencher ses alertes habituelles qui auraient semé la panique dans une population déjà terrorisée, elle modifia radicalement la nature de son système pour l'adapter aux circonstances du débarquement. Ces messages, transmis par le réseau de cloches et de messagers qu'elle contrôlait depuis des mois, n'annonçaient plus des bombardements à éviter, mais l'arrivée imminente de la libération à accueillir. « Mes amis », disait le message diffusé dans toute la région normande, « les bombardiers qui arrivent ne viennent plus détruire mais libérer. Restez dans vos abris jusqu'à l'arrivée de nos libérateurs alliés. » Le jour J est arrivé. Cette transformation de son système d'alerte militaire en réseau d'information politique illustrait la polyvalence exceptionnelle d'une organisation conçue initialement pour protéger les civils, mais capable de s'adapter instantanément aux évolutions stratégiques. L'aube du 6 juin révéla à Marie-Claude et à sa famille le spectacle extraordinaire du plus grand débarquement de l'histoire. Depuis les fenêtres de leur ferme, ils contemplaient l'horizon maritime couvert de navires à perte de vue, tandis que le ciel grondait du passage ininterrompu de formations aériennes alliées. Cette vision apocalyptique et libératrice marquait l'aboutissement de leur longue résistance clandestine et le début d'une nouvelle phase de la guerre où leur rôle allait évoluer radicalement. Cependant, le débarquement ne signifiait pas la fin immédiate de la mission de Marie-Claude. Les combats terrestres qui s'engageaient transformaient la Normandie en gigantesque champ de bataille, où les bombardements alliés continuait avec une intensité redoublée pour appuyer l'avance des troupes débarquées. Son système d'alerte, adapté à ces nouvelles circonstances, permettait aux populations civiles de distinguer les bombardements tactiques alliés des contre-attaques aériennes allemandes, information cruciale pour leur survie dans un environnement de guerre totale. Les jours suivant le débarquement virent Marie-Claude transformer progressivement son réseau d'alerte aérienne en système d'information militaire, au service des populations civiles prises entre les lignes.
Ces messages indiquaient maintenant les zones de combat à éviter, les secteurs contrôlés par les Alliés où chercher refuge, les moments opportuns pour les déplacements civils. Cette évolution naturelle de sa mission révélait sa capacité d'adaptation remarquable aux circonstances changeantes de la guerre. Le 15 juin 1944, les troupes canadiennes atteignirent Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et découvrirent l'existence du système clandestin de Marie-Claude par l'intermédiaire des populations locales qui révélèrent spontanément l'identité de leur protectrice. Le major James McLeod, commandant du détachement libérateur, fut stupéfait d'apprendre qu'une simple fermière avait organisé et dirigé pendant 10 mois l'un des systèmes de renseignement civil les plus efficaces de la guerre européenne. « Mademoiselle Dubois », lui déclara-t-il solennellement lors de leur première rencontre, « ce que vous avez accompli dépasse l'entendement militaire. Vous avez sauvé plus de vies civiles que toutes nos opérations humanitaires réunies. L'histoire retiendra votre nom parmi les plus grands héros de cette guerre. » Cette reconnaissance officielle, émouvante après des mois de clandestinité, marquait l'entrée de Marie-Claude dans la postérité historique. L'installation définitive des Alliés en Normandie permit enfin à Marie-Claude de révéler publiquement l'existence et le fonctionnement de son système d'alerte. La découverte de son récepteur artisanal dans le grenier familial stupéfia les spécialistes de guerre électronique alliés qui n'avaient jamais imaginé qu'un équipement aussi sophistiqué puisse être construit par des civils avec des moyens de fortune. Cette machine, observa le colonel Thompson, expert britannique en radar, rivalise avec nos meilleurs équipements militaires. C'est un prodige d'ingéniosité technique. L'impact de cette révélation dépassa largement le cadre normand pour influencer l'ensemble de la stratégie alliée de guerre électronique. Les méthodes développées par Marie-Claude et son père furent étudiées, reproduites et intégrées aux systèmes officiels de renseignement militaire. Cette récupération institutionnelle transformait une innovation artisanale en contribution majeure au développement technologique militaire allié, reconnaissance ultime du génie technique de 2 fermiers normands. Le démantèlement progressif de la station radar allemande du Mont Canisy, détruite par les bombardements alliés du 20 juin 1944, marquait symboliquement la fin de la mission originelle de Marie-Claude. Cette installation, qui avait été involontairement sa complice pendant 10 mois, disparaissait dans les flammes de la libération, emportant avec elle les secrets d'une collaboration technique aussi improbable qu'efficace entre une fermière française et la technologie militaire allemande. Paragraphe 10. L'été 1944 transforma Marie-Claude Dubois de héroïne clandestine en célébrité nationale. Évolution qui la troublait profondément, car elle avait toujours conçu sa mission comme un service anonyme rendu à sa communauté locale. Les journalistes alliés, les historiens militaires, les responsables politiques se succédaient à la ferme familiale pour rencontrer cette jeune femme de 23 ans dont l'exploit technique et humanitaire défiait tous les cadres conventionnels de compréhension de la guerre. Cette notoriété soudaine, bien que flatteuse, éloignait Marie-Claude de la simplicité rurale qu'elle chérissait et l'obligeait à assumer un rôle public pour lequel elle ne se sentait pas préparée. Les premières estimations officielles de l'impact de son système d'alerte révélèrent des chiffres qui stupéfièrent même ses plus fervents admirateurs. Selon les calculs des services de santé militaires alliés, basés sur la comparaison avec les régions non couvertes par ces alertes, Marie-Claude avait directement sauvé la vie d'au moins 3200 civils français et évité des blessures graves à plus de 8000 autres personnes. Ces statistiques, froidement objectives, témoignaient de l'efficacité extraordinaire d'un système artisanal qui avait surpassé toutes les organisations officielles de protection civile. « Mademoiselle », lui déclara le général Eisenhower lui-même lors d'une visite à la ferme en juillet 1944, « votre contribution à la victoire alliée dépasse celle de bien des généraux. Vous avez démontré que l'héroïsme ne se mesure pas au nombre de soldats commandés, mais à l'intelligence mise au service de l'humanité. » Cette reconnaissance du commandant suprême des forces alliées consacrait définitivement Marie-Claude comme figure majeure de la résistance française, statut qu'elle n'avait jamais recherché, mais qu'elle acceptait avec la dignité de sa modestie naturelle. L'analyse technique de son récepteur artisanal par les ingénieurs alliés révéla des innovations qui influencèrent durablement le développement de la guerre électronique. Les méthodes d'interception et d'analyse, développées intuitivement par Marie-Claude et son père, anticipaient de plusieurs années les techniques qui seraient officiellement adoptées par les services de renseignement militaire. Cette jeune femme, observait le professeur Watson, spécialiste britannique du radar,
a inventé des concepts que nos laboratoires les plus avancés n'avaient pas encore imaginés. Cependant, la fin de la guerre en Europe, en mai 1945, posait à Marie-Claude la question cruciale de son avenir personnel. Les offres affluaient de toutes parts. Postes dans l'administration française, propositions des services de renseignement alliés, invitations à poursuivre des études d'ingénieur aux meilleures écoles techniques européennes. Cette multiplicité d'opportunités révélait la reconnaissance universelle de ses capacités exceptionnelles, mais aussi la difficulté de réintégrer une existence normale après un exploit d'une ampleur historique. Sa décision finale surprit tous ses admirateurs par sa simplicité apparente. Marie-Claude choisit de reprendre ses études d'institutrice interrompues en 1940, expliquant que l'éducation des enfants est la meilleure façon de construire un monde où de telles guerres ne se reproduiront plus. Cette philosophie, d'une sagesse qui dépassait son âge, révélait la profondeur humaniste d'une femme que l'histoire avait transformée malgré elle en héroïne, mais qui restait fidèle à ses valeurs essentielles. L'école normale de Caen, reconstruite après les bombardements, accueillit Marie-Claude comme une étudiante exceptionnelle dont l'expérience de guerre enrichissait considérablement la formation pédagogique. Ses professeurs découvraient avec fascination cette jeune femme qui maîtrisait intuitivement des concepts techniques complexes tout en conservant une simplicité de cœur qui la rendait particulièrement apte à l'enseignement populaire. Cette synthèse remarquable entre sophistication intellectuelle et humanité naturelle faisait d'elle un modèle pédagogique inspirant. En 1947, Marie-Claude fut nommée institutrice à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, dans l'école même où elle avait été élève 20 ans plus tôt. Cette continuité géographique et professionnelle illustrait sa volonté de servir sa communauté d'origine avec les compétences exceptionnelles que la guerre lui avait révélées. Ses élèves, souvent enfants des familles qu'elle avait protégées pendant l'occupation, bénéficiaient ainsi d'un enseignement dispensé par leur ange gardien devenu institutrice. Son influence pédagogique dépassa rapidement le cadre local pour s'étendre à toute la Normandie. Marie-Claude développa des méthodes d'enseignement révolutionnaires qui intégraient les sciences techniques dans l'instruction primaire, préparant une génération d'enfants normands à comprendre le monde moderne avec une avance considérable sur leurs contemporains. Cette innovation pédagogique, inspirée par son expérience de guerre électronique, contribua durablement au développement intellectuel de sa région. Les honneurs officiels continuèrent d'affluer pendant des décennies. Légion d'honneur en 1954, Ordre du mérite britannique en 1964, reconnaissance officielle par le Congrès américain en 1974. Ces distinctions, acceptées avec reconnaissance mais sans orgueil, témoignaient de la gratitude durable des nations alliées envers une femme qui avait incarné le meilleur de l'esprit de résistance français. Marie-Claude les recevait au nom de tous les anonymes qui avaient contribué à la victoire sur la barbarie nazie. Jusqu'à sa mort, en 1998, à l'âge de 77 ans, Marie-Claude Dubois continua d'incarner les valeurs d'intelligence, de courage et de service désintéressé qui avaient guidé son exploit de guerre. Son testament légua ses archives personnelles à un musée de la Résistance avec cette inscription testamentaire. Que ces documents rappellent aux générations futures qu'une simple fermière peut changer le cours de l'histoire quand elle met son intelligence au service de l'humanité. Cette leçon d'humilité héroïque demeure aujourd'hui un modèle inspirant pour tous ceux qui croient en la capacité de l'individu à transformer le monde par ses actions courageuses et désintéressées. L'histoire de Marie-Claude Dubois, longtemps occultée par le secret militaire puis par sa propre modestie, émerge aujourd'hui comme l'une des plus belles illustrations de l'héroïsme français pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle démontre que les plus grands exploits naissent souvent de la rencontre entre nécessité humaine, intelligence créatrice et courage moral, synthèse exceptionnelle qui peut transformer une simple paysanne en sauveuse de milliers de vies et en pionnière involontaire de technologies révolutionnaires.